Bonjour chers téléspectateurs de Télé+, bienvenue dans votre émission Réfléchissons ensemble, une émission que vous suivez tous les samedis sur nos antennes quand il est bien évidemment 21 heures. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, vous savez, nous recevons des invités. Il y a un invité aujourd'hui. Nous allons parler de plusieurs choses que d'ailleurs je veux saluer. Il s'appelle Maître Richard Pinda, il est cadre de l'UDPS. Bonjour Maître Pinda. Bonjour, merci à vous de me recevoir. Je ne suis non seulement cadre de l'UDPS, mais aussi président de la plateforme Yabisson Pinda et je suis aussi communicateur membre de l'ICOR. Ok, d'accord. Alors, Maître Pinda, nous allons travailler sur deux thèmes aujourd'hui. Il y a la loi dite Tiani. Est-elle opportune à l'heure où les enjeux économiques et sécuritaires de l'heure semblent plus préoccupants? Et deuxième thème, c'est bien évidemment l'allocution de Paul Kagame au Bénin est-elle perçue comme une provocation à l'encontre du gouvernement de Kinshasa? Alors voici entre autres les deux thèmes auxquels nous allons discuter tout à l'heure. D'entre deux jeux, je voudrais d'abord passer. Il y a eu une communication qui a été faite du côté du Bénin par le président rwandais, Paul Kagame. Et du coup, juste après sa communication, le gouvernement congolais, à travers Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et des Médias, a rétorqué. Alors, nous allons suivre d'abord ces deux éléments, c'est-à-dire l'intervention du président Kagame et celle de Patrick Mouyaya, et puis nous allons revenir. Lors de sa visite officielle à Cotonou au Bénin ce week-end, le président rwandais a affirmé que la crise sécuritaire dans l'est de la RDC était une conséquence du tracé des frontières à l'époque coloniale. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont des origines rwandaises, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-ouest de l'Ouganda, etc. Les gens de ces régions, dans ces pays autres que le Rwanda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait de l'histoire. Rébellion majoritairement Tutsi, le M23 a repris les armes fin 2021. Le groupe reproche à Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements sur la réinsertion de ses combattants. C'est d'un pas décidé et le visage tendu que Patrick Mouyaya s'avance vers le pupitre pour sa conférence de presse à Goma. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement congolais de revenir sur les propos du président rwandais Paul Kagame. Il a l'habitude de travestir l'histoire. Il peut le faire dans son pays, le Rwanda, mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo. C'est lui qui est à la base de la situation d'insécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère qui pense aujourd'hui pouvoir réorienter les débats autrement. Il ne nous trouvera pas. Kinshasa riposte ainsi à ce qu'elle qualifie de nouvelles provocations de Paul Kagame. Alors, Maître Pinda, Kagame situe le problème par la manière dont les choses ont été mal partagées, jusqu'à dire que la RDC aura égrené une partie du Rwanda. Alors, vous, comment vous trouvez cette intervention? Quelle analyse pouvez-vous faire sur cette intervention? Déjà, je voudrais qu'on se mette d'accord. La déclaration faite par Kagame n'est pas une improvisation. Vous savez, c'est plutôt, comment dire, un changement de stratégie linguistique. C'est-à-dire que hier, Kagame s'est greffé au prétexte de la présence des troupes comment on les appelle, FDLR sur le sol de la République démocratique, constituant une menace sécuritaire pour le Rwanda. Et aussi du prétexte que les minorités Tutsi seraient menacées par la République démocratique du Congo, d'où l'intérêt de les protéger. Et donc, ces deux éléments faisaient de lui
justifier sa présence militaire. Et vous conviendrez aussi avec moi que le président Tshisekedi, avant cela, a fait des déclarations pour dire que la motivation de Kagame n'a jamais été sécuritaire, non plus pour protecteur de minorités, si on peut le dire ainsi, tutifun congolais, mais plutôt des velléités expansionnistes et aussi économiques. Aujourd'hui, nous le savons, donc avec l'état des sièges, l'aspect économique a été estompé et vous avez les velléités expansionnistes, les revendications entre autres des accords qui ont été signés avant l'accès du président Tshisekedi au pouvoir. Vous avez d'abord l'accord de l'Émirat, un autre aspect des choses, et aussi l'accord de la CNDP. Et donc, ces tabloïds peints, vous vous rendrez compte qu'il n'a fait que manifester ce qui a été ses intentions, c'est-à-dire de s'accaparer d'une portion du territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord que l'opinion comprenne d'où nous sommes venus pour nous rendre ici, où nous sommes rendus aujourd'hui. Nous sommes en 1994, où vous avez Paul Habyarimana, le président burundais. Juvénile Habyarimana. Juvénile, j'ai dit Paul, Juvénile Habyarimana, et vous avez d'une autre part les présidents burundais qui ont été assassinés. Et si ça a dû créer une situation. Un élément important où les gens n'y prêtent pas vraiment attention pour démontrer à suffisance qu'il y a eu une complicité, c'est-à-dire que le président Mobutu devait être aussi dans l'avion. C'est-à-dire qu'on aurait éliminé les présidents Mobutu, les présidents burundais et les présidents rwandais. Et cela aurait pour conséquence, l'Occident était dans un plan où l'on devait avoir une main mise sur les richesses de la République démocratique du Congo, mais avoir des pays tels que le Rwanda et l'Ouganda qui pouvaient éventuellement permettre à ce que cette exploitation illicite, illégale des richesses soit effective. Eh bien, le président Mobutu a été informé de ce qui allait arriver. On lui a demandé, par ses sources, ses canons, de ne pas monter dans cet avion-là. Les autres, quand ils sont partis, ils sont morts. Nous sommes en 1997, 97 pour les autres. La République devrait retenir que nous avons l'AFDEL qui s'annonce. Qui dirige l'AFDEL, c'est Mouzé. Mouzé n'est pas initiateur de l'AFDEL. On l'a pris quelque part pour faire le figurant. Figurant, voilà. Et Mouzé, à cette époque-là, bien sûr, on le prend pour un ivrogne, quelqu'un dont on n'a pas de maîtrise, en fait, qu'on peut maîtriser, quelqu'un qui n'a pas comment dire, parce que il était réduit à faire des petits commerces de survie, eh ben, on dit, celui-là, on peut les maîtriser, le manipuler, tout ce qui va avec. Mais lorsque Mouzé arrive au Katanga, lorsque Kinshasa est libéré, Mouzé s'auto-proclame président de l'AFDEL, président de la République. Et donc, ça change complètement la donne politique, et on dit, bon, on l'observe et on fait avec. On ne peut pas, du coup, aussitôt arriver, eh ben, l'éjecter, puisque l'opinion, puisque ce qu'il faut gérer, c'est l'opinion. Et donc, avant d'en arriver à ça, Mouzé avait signé l'accord de l'Émirat. Alors, pendant qu'ils arrivent, ils éliminent tout ce qui était nuisible, c'est-à-dire les Makenga, les Ilunga, et ainsi de suite. Tout ça, ils ont été tous éliminés. Ils arrivent à Kinshasa. Mouzé dit non, ma priorité, c'est le Congo. Vous prétendez nous avoir libérés, vous prétendez être là pour nous, on doit effectivement servir la nation. C'est ainsi que on va maintenant créer l'AFDEL, la guerre du RCD Goma, c'est-à-dire celui du 2 août 2000, qui a enclenché la déstabilisation avec les RCD Goma qui sont allés au front, ainsi de suite, tout ça. Mais pourquoi je relève tous ces éléments ici? C'est pour voir qu'il y a eu un parcours, une suite logique. Oui, il y a eu l'accord de Sun City. Oui, nous sommes à Sun City, nous signons l'accord global et inclusif. D'ailleurs, il faut voir que l'UDPS a joué aussi un rôle très important pour que nous ayons l'accord global et inclusif. Souvenez-vous que le MLC et le gouvernement sous Joseph Kabila avaient signé un accord qu'on appelait l'accord de l'hôtel de Cascade. Et cet accord, c'était pratiquement la balkanisation ou la division de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que le RCD n'ayant pas pris part à cet accord-là, ils allaient créer des problèmes. C'est ainsi que nous avons créé
l'ASD, c'est-à-dire Alliance pour le sauvegarde du dialogue intercongolais. Nous avons mis tout le monde ensemble pour que le Congo reste uni et qu'ensemble nous puissions éventuellement accéder il y avait à... 4 vice-présidents. Oui, nous sommes allés avec 4 vice-présidents, ainsi de suite, tout ça. Alors, pendant ce temps-là, il y fallut à ce que l'on puisse brasser et mixer, parce que c'était un principe acquis à Saint-Titi, mais avant, on devait, identifier les Congolais qui devaient faire partie. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas par le fait du hasard que Kagame a fait ces déclarations-là. Je vous dis, c'est une suite logique normale, parce qu'il est dans sa logique de continuer à faire la guerre, déstabiliser la République du Congo, pour d'une part mettre la main sur les richesses de la République du Congo, et d'une autre part pour, s'accaparer de portions de terre. Donc, tous ces éléments, nous sommes en 1997 où l'AFDEL arrive. Ok, excusez-moi. Où l'AFDEL arrive, je voudrais dire quelque chose d'important. L'AFDEL, en arrivant, n'a pas trouvé un vide juridique. L'AFDEL a trouvé les acquis de la CNS. C'est-à-dire un cadre juridique qui pouvait permettre que nous puissions bâtir un Congo mieux, un Congo meilleur, un Congo plus fort qu'avant. Vous voyez ça? Maintenant, il se pose un problème. Le problème ici, c'est que on a fait un tabula rasa. Pourquoi? Parce que un plan devait être mis en place. Lesquels plans de l'Occident, via le Rwanda, infiltrer la République démocratique du Congo, parce que lorsque vous suivez certains communicateurs du FCC, du PPRD précisément, comme en la personne par exemple de Yolama, il dit on nous a imposé d'intégrer les Rwandais au sein de l'armée de la République démocratique du Congo. Et c'est une suite logique. Lorsqu'on vous prend les militaires de phase, on les amène à Kitona, on les abandonne là, ils meurent de cet abandon-là, certains désertent, fuient, et certains sont même tués, ce qui démontre à suffisance qu'on devait fragiliser la défense de la République démocratique du Congo pour permettre à ce que cette infiltration atteigne un certain niveau. Vous allez vous rendre compte, toujours dans cette logique de velléité de récupérer les terres, on va signer l'accord de CNDP. Et l'accord de CNDP a consacré de 2013 et 2009, a consacré pratiquement la balkanisation parce qu'il devait avoir l'autonomie de gestion, l'autonomie de recruter des policiers, des militaires, et ainsi de suite. D'ailleurs, quant à la question de l'autonomie de recruter, vous avez vu lorsque on a commencé, la guerre a repris à l'Est avec le M23, les militaires du CNDP plutôt les militaires, les policiers qui étaient commis à Minembwe, ont quitté les lieux où ils étaient affectés pour aller rejoindre les M23. Et donc, vous conviendrez aussi avec moi que c'est quelque chose qui avait été préparé, orchestré de manière à faire en sorte que les choses évoluent de cette manière. Et donc, oui. Et quand est-il l'opération turquoise? Parce qu'on dit la problématique aussi, c'était avec l'opération turquoise. Bon, écoutez. Où il y avait eu, c'est-à-dire ceux qui fouillaient prétendument, hein, donc, armes et munitions, tout ça, voilà. Écoutez, il faut faire la part des choses. La France étant ce qu'elle est, vous savez, à l'époque, nous étions encore à peine sortis de la guerre froide. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on veut établir ou instaurer un nouvel ordre mondial, où l'ordre doit venir d'un point et exécuté par de suite, la France avait une mission précise. D'ailleurs, on a interdit à la France d'assurer la sécurité de certaines populations, d'où les génocides qui a été commis par Kagame lui-même pour éventuellement se victimiser aux yeux de l'opinion, ainsi de suite, tout ça. Aujourd'hui, Charles Nana, qui est Onana, qui est un grand écrivain. Exactement, non seulement celui-ci, mais celui qui avait écrit avant, il a démontré la responsabilité de Kagame dans cette instabilité. Alors, l'opération turquoise avait une mission, c'est-à-dire la mission était d'infiltrer, de donner un prétexte, parce que vous ne pouvez pas me dire comment on peut fermer toutes les frontières que les États ont en commun avec le Rwanda pour ne laisser qu'un couloir qui amène vers la République démocratique du Congo. Ce qui démontrait à suffisance que l'AHR, c'est-à-dire les organisations des Nations Unies avec tout ce qui va avec, ont laissé un couloir pour justifier les différents combats que nous avons aujourd'hui. Parce que le deal, c'était lequel? Le Rwanda a un besoin
et les besoins expansionnistes du Rwanda d'une autre part, et aussi la communauté internationale qui voulait accéder aux richesses dont Mobutu refusait de leur accorder. Mobutu disait que ces richesses ici sont réservées à la génération future, par exemple, aux générations futures. Okay? Alors, comme ils ne savaient pas le faire, alors ils ont dû créer cette déstabilisation. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a eu des faits qui ont démontré à suffisance que ce que nous avançons aujourd'hui comme élément est fondé. Prenons par exemple, lorsque Joseph Kabila arrive, le tout premier acte qu'il prend, c'est des facilités, ok, aux opérateurs économiques, aux sociétés, aux multinationales extérieures de pouvoir gérer même les entreprises publiques de la République démocratique du Congo. Chose que vous ne ferez pas en France. Non. Chose que vous ne ferez pas aux États-Unis. Ok? Vous avez vu qu'il y a eu des blancs tout blancs, pas des métissés, des blancs tout blancs avec le fils de Charles Michel, par exemple, qui gérait la Gécamine à un moment donné. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont facilité la scission de la MIBA, plutôt de la Gécamine. Ils ont mis en mal, ils étaient à l'RVA, ils étaient partout. Pourquoi? Parce qu'ils devaient accéder. Nous, vous avons permis de faire la guerre pour accéder au pouvoir là où vous êtes. Vous devez nous rendre la monnaie d'une pièce. Exactement, exactement. Et aussi, il y a eu des réformes qui ont été faites sous Mobutu, sous Kabila plutôt, j'allais dire. Ces réformes nous ont apporté quoi? Si ce n'est qu'aujourd'hui, comment dire, la fragilisation de l'économie nationale qui a pratiquement devenu l'apanage des agriculteurs. Et donc, où nous sommes rendus aujourd'hui, Kagame ayant exécuté sa part, ça fait que la communauté internationale le paye. C'est ainsi que par moment, lorsque nous sommes agressés, ils ne savent rien dire. Par moment que nous sommes agressés, ils ne le condamnent pas, ils ne le sanctionnent pas, ils ne le découragent pas. Okay? Ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a certains au sein de la communauté internationale qui prennent position en sa faveur. Les multinationales. Écoutez, le monde est dirigé par l'argent. Le monde est dirigé par l'économie. Comment trouvez-vous que, parce que d'aucuns disent ceci, que donc, Kagame est un commissionnaire, c'est-à-dire un sous-traitant de ces multinationales et qui permettent à ce qu'ils prennent tout ce qu'ils entreprennent, ils se partagent. Et puis voilà, on parle du développement, même du point de vue communicationnel. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu comme l'Eldorado de certains pays. Est-ce que c'est simplement le Rwanda qui mène le jeu ou c'est un jeu qui se joue là-haut et on prend quelqu'un qu'on aura comme bouc émissaire, on place le Rwanda là-bas, y compris l'Ouganda? Moi, je dirais tout simplement qu'il s'agit d'une complicité de la communauté internationale avec. Je ne veux pas qu'on dise de lui, du Rwanda, qu'il est un sous-traitant. Je voudrais qu'on dise de lui qu'il est un partenaire dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Tout simplement parce que certains actes qui sont posés par le Rwanda. D'ailleurs, il y a des multinationales qui sont installées au Rwanda. Je vous disais tout à l'heure que le monde est dirigé par une force économique, c'est-à-dire que les pays puissants, ce sont ceux qui vous fabriquent soit des armes. Et puis, on dirait que c'était un gourmand, un friand de minerais. Hein. Il est parti au Bénin, il y a des minerais. En Guinée également, il y a des c'est minerais. comme ça. Donc voilà. C'est comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il a dans son sous-sol? Il n'a rien. Le Rwanda n'a rien dans son sous-sol. Vous vous posez la question de savoir, à un moment donné, où partout il est, c'est tout simplement parce qu'il doit exécuter le projet de l'Occident. Là où il est, la France, par exemple. La France, même quand la France vient ici, la France est incapable de vous dire que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'ils savent que en Mozambique, par exemple, il y a une force onusienne qui, la force rwandaise, occupe, en fait, est entrée dans une mission onusienne en Mozambique pour le compte de la France, pour stabiliser la Mozambique. Et la Mozambique, là où ils sont, il y a des richesses. Et ces richesses-là profitent principalement aux multinationales françaises. Donc, même en Guinée, vous vous êtes rappelé avec le président qui a été déchu, Alpha Condé, qui est remplacé. Mais c'était aussi les minéraux. Lorsque le président, c'est comment encore le nom, c'est lui le militaire qui a remplacé Alpha Condé, Mamadi Doumbouya. Mamadou Doumbouya. Le tout premier acte qu'il a pris, c'était lequel? C'était de faciliter les zones d'exploitation minière, que le transport facile. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'est l'intérêt économique qui dirige le monde. Et là où va Kagame, c'est parce qu'il trouve ses intérêts. Mais les gens trouvent ça inadmissible
qu'on passe par le Rwanda, parce que la RDC est là quand même. De toutes les façons, même si le Rwanda prenait les minéraux, ce ne serait pas le niveau de ce que la RDC reste. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas collaborer directement avec la RDC et de façon franche que de passer par autrui? Non, mais c'est ça. La RDC. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa, nous ici, nous n'avons pas aussi une part de responsabilité par rapport à ça? Je voudrais d'abord répondre à la première question parce qu'elle est fondamentale, parce que la part de responsabilité n'existe pas en ce qui nous concerne, parce que nous sommes très ouverts, nous sommes très disposés à aller négocier avec eux. Les différents voyages qu'a effectué le président de la République, c'est dans cette logique-là, pour leur dire arrêtez de continuer à exploiter, utiliser le Rwanda pour que les populations meurent, venez directement avec le gouvernement, nous allons discuter et nous allons avoir des accords. Mais le vrai problème n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est que la République démocratique du Congo ne doit pas s'organiser. Le vrai problème que nous connaîtrons dans ces pays ici, c'est que nous ne devons pas nous organiser dans le sens de l'Occident. Pourquoi? Parce que si nous nous organisons, nous aurons toujours la main tendue. Rappelez-vous, par exemple, lorsque nous avons pour la première fois réalisé le budget de 7 à 8 milliards de dollars, il y a quelque chose qui s'est passé. Les observateurs avertis ont compris que la rivière Kasaï a été polluée. Lorsque la rivière Kasaï est polluée, est-ce que vous avez vu Greenpeace réagir? Pas du tout. Mais lorsque nous allons, par exemple, pour vouloir exploiter les blocs pétroliers et gazieux, c'est Greenpeace qui intervient pour dire que non, ben écoute, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que nous aurons beaucoup d'argent. Lorsque la rivière Kasaï est polluée, ils savent que l'argent que nous avons mobilisé, ça sera injecté, pour les populations qui vont en être victimes. Lorsqu'on injecte dans les populations qui sont victimes, ou pour, purifier l'eau, ainsi de suite, tout ça, la rivière, mais il n'y a pas de dividendes directs. Vous voyez ça? Et pourtant, les besoins que nous avons, c'est l'argent, investir, et les revenus qui vont être bénéfiques peuvent être orientés autrement. Donc, vous conviendrez que la démarche entreprise par l'Occident, c'est que nous ne pouvons pas nous organiser en tant qu'État pour que nous continuions à avoir la main tendue vis-à-vis d'eux, et ils vont nous contrôler par leurs instruments, entre autres la Banque mondiale et le FMI. Donc, c'est pratiquement la situation dans laquelle nous sommes, la situation dans laquelle, qui justifie la présence du Rwanda. Et pourquoi on recourt au Rwanda? Parce qu'ils savent que le Rwanda n'a rien comme richesse. Il n'a que besoin de ça pour survivre, c'est-à-dire continuer à déstabiliser l'Est de la République. Lorsqu'il tient un modèle, vous avez dit tantôt Eldorado et consorts, ainsi de suite, tout ça, c'est tout simplement aussi pour démontrer qu'il faut créer cette dépendance-là. Le Rwanda continue à déstabiliser la République du Congo et en retour, ils obtiennent, les minéraux. Ils refusent de passer par la République du Congo parce que la République du Congo, une fois organisée, eh ben, les choses vont s'entendre autrement. Alors, maître, je rappelle, chers téléspectateurs, vous venez à peine de nous prendre en marche. Je suis avec maître Richard Pinda. Il est le cadre de l'UDPS et le président de Yabiso Pinda. Et communicateur membre de l'ICOR. Alors, maître Richard Pinda, au regard de tout ce qui suit, est-ce que la RDC ne doit pas avoir une position pouvant permettre à ce que ça cesse? Parce que à côté de la spoliation économique, il y a aussi les gens qui meurent. Mais quelle est la stratégie selon vous, par exemple, pour que nous arrivions carrément quand même à relever la tête et continuer? Parce que pour ne pas aussi que cette idée de balkanisation dans la tête de certaines personnes soit effective, que doit faire, en fait, le gouvernement congolais? Alors, la responsabilité principale n'est pas celle du gouvernement. Je veux vous étonner. C'est la responsabilité de la population. Pourquoi je le dis? Parce que la population est censée soutenir son chef, ou ses chefs, ses dirigeants. Mieux pour dire chef, c'est un peu tiré par le cheveu. Donc, je pense qu'il faille à ce que une vision claire et nette soit soutenue. Et au-delà d'une vision claire et nette soit soutenue, il faut aussi obligatoirement et nécessairement que la population soit éveillée. Pourquoi et comment? Vous savez, lorsque nous sommes dans un État comme le nôtre, nous avons la responsabilité d'informer. Et d'ailleurs, ici j'en interpelle le Parlement parce qu'il y a eu un projet sur le droit à l'information qui a été rendu public. Et jusqu'ici,
Apparemment, on a comme l'impression que les parlementaires vont faire des langues de tout ça. Et pourtant, on a besoin de cette loi-là pour permettre à ce que nous puissions avoir l'accès facile aux informations. La population doit être mobilisée, éveillée, être dans la rue s'il le faut, pour le compte de la République. Je m'explique. Vous savez, lorsque nous sommes à l'est de la République, retrait des troupes, jusqu'à ce que monsieur le président du Sénat intervienne pour porter ce combat de la population. Était-ce une récupération politique ou une manœuvre de complicité? Je ne saurais le dire. Mais du moins, l'ONU a répondu pour dire que non, c'était une institution qui, comment dire, c'était une institution, ce message a été porté par un chef d'institution, ce qui impliquait l'État. Et en impliquant l'État, c'est-à-dire que puisque nous sommes membres des Nations Unies, nous pouvions nous voir interpellés par rapport à notre comportement. Et pourtant, la population a ce qu'on appelle l'autodétermination, qui est un principe de droit international, qui voudrait que lorsque la population ne veut pas d'une chose, qu'on ne lui impose pas. C'est ainsi que vous vous souviendrez, lorsque Mouzé s'autoproclame, la population, plutôt ceux qui venaient avec lui, ne pouvaient pas aller outre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, l'opinion, on doit le contrôler, parce que nous risquerons de tout perdre. Alors, j'en reviens ici. La responsabilité principale, c'est à la population d'arriver à dire non. Rappelez-vous, lorsque les États-Unis, la Grande-Bretagne, Robert Roy et consorts sont allés pour installer le bourgmestre à Minembwe, rappelez-vous du tollé qu'il y a eu, comment la population a réagi. Okay? Donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que le rôle principal revient d'abord. Parce qu'au-dessus de la population, il n'y a rien, à part Dieu. Au-dessus de la population, c'est au-dessus plutôt des dirigeants, des dirigeants nationaux comme internationaux plutôt j'allais dire, il y a la population. C'est ça, même la raison d'être du souverain primaire, qui fait que la dernière décision doit le révéler. D'une autre part, il y a les dirigeants qui doivent avoir une vision claire et nette, comme c'est le cas avec le président Tshisekedi. Il sait où il veut nous amener, il veut que nous puissions nous auto-diriger, et en commençant bien sûr par renforcer les climats des affaires pour permettre à ce qu'économiquement nous puissions aussi faire entendre notre voix et permettre à ce que les choses évoluent d'une certaine manière. C'est sûr? Oui, je suis sûr. Je sais de quoi je parle. D'accord, cher Vous m'auriez appelé pour cette question-là, je vous aurais démontré combien les efforts sont fournis. Et ça sera sujet certainement d'un autre numéro d'émission. Alors, je rappelle que je suis avec Maître Richard Pinda, il est un cadre de l'UDPS, il a ajouté président de la plateforme de Pinda, et puis alors, nous allons passer au deuxième thème. Le deuxième thème, on le disait tantôt, c'était bien évidemment la loi dite Tchani. Est-elle opportune aujourd'hui? Pour qu'on en discute, qu'on en parle. Est-ce que, à l'heure où nous sommes, où nous avons des problèmes économiques, où nous avons des problèmes sécuritaires, ce ne serait pas mieux de parler sécurité et économie à la place de parler de père et de mère? Déjà, vous auriez dit plutôt, j'allais dire, le projet de loi Tiani, je vous aurais amené dans un entendement purement, parce que d'ailleurs ce n'est pas encore une loi, et deuxièmement, ce projet de loi est attendu pour débat à l'Assemblée nationale. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'en appellerai d'abord à toute l'opinion avant de mettre mon point de vue ici, parce que je suis de ceux qui soutiennent cette loi-là, qui voudraient à ce que cette loi soit d'application, qui exigerait même des uns des autres, qui exigerait même des députés de la voter. Et donc, je dirais tout simplement que elle est intéressante. Était-ce opportun? Effectivement, c'est opportun. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a été organisé de manière à infiltrer les systèmes de notre pays à tout point de vue. Eh bien, pour élaguer ou protéger la nation contre les infiltrations que nous avons connues, vous savez, l'infiltration, ce n'est pas qu'à l'armée, non. C'est à tous les niveaux. Au niveau de la police, au niveau de l'administration, partout. Nous sommes infiltrés partout.
Je vais vous raconter. Nous apprenons même l'ANR aussi est infiltré. Nous sommes infiltrés partout. L'ANR qui est censé traquer. Non, mais c'est ça, en fait, c'était ça la mission. La raison pour laquelle je vous dis que c'est une suite logique. Ça a été même ça le principal, la principale mission de Joseph Kabila à la tête de ces pays. Fragiliser la République. Fragiliser le fonctionnement des institutions. Mais pourquoi est-ce que je vous ai laissé, lorsque vous parlez du point de vue économique de Joseph Kabila, vous êtes revenu encore avec la fragilisation des institutions du pays, public et tout ça, toujours par Joseph Kabila, et vous pensez que celui qui est à l'auteur de tout ce que nous vivons? Je vais vous prendre une illustration. Bosco Tangana, sergent au sein de l'armée rwandaise. Il est devenu général au sein de FARDC. Mais je vous répondrai aussi James Kabarebe, officier là-bas, général ici. Je suis d'accord. Mais c'est l'infiltration. C'est ça l'infiltration en fait. Et aussi... Bizi Makara et tout consort. Non, mais même Rouberoy, il est né à 3 endroits. Charles Onana l'a dit dans son livre. Écoutez, mais ce sont des choses qui sont vraies. Vous voyez ça? Mais pourquoi j'ai dit Joseph Kabila? Parce que vous me direz, James Kabarebe, Mouzé a demandé à tous les Rwandais de rentrer chez eux. Mais il aurait ouvert une brèche, quand même. Non, il a ouvert une brèche, il les a roulés après, pour le Congo. OK? Et il leur a demandé, retournez chez vous. Qui les a ramenés ici pour la deuxième fois? C'est Joseph Kabila. Lorsque vous êtes avec Charles Nana, il vous dit, mon bureau est né à 3 endroits différents. Sans oublier ce que disait le professeur Lunda Bouloulou. Il dit, eh ben, écoutez, on a, comme qui dirais-je, il a été le chef d'une délégation rwandaise lorsque lui il était Premier ministre. Et ce sont des éléments qui démontrent à suffisance que nous nous sommes retrouvés dans des situations telles que celle-là. Et donc, l'infiltration, donc je disais tout à l'heure ici, à lui-même Joseph Kabila, vous avez vu ce que le professeur Goïmouken a dit, qui lui a créé une généalogie, une histoire au Katanga. Et donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance. Même toujours aussi dans le livre de Charles Onana, aussi, on parle aussi de Joseph Kabila. Vous voyez ça, avec tout ce que nous avons connu. Donc, ce sont des éléments qui démontrent à suffisance combien nous avons été infiltrés avec une mission précise qui a été de Joseph Kabila. Et il faut régler cette affaire-là. Comment il faut le faire? Nous disons que la loi des pères et des mères, c'est-à-dire que celui qui sera à la tête de ces pays, puisse éventuellement prendre des décisions qui vont dans le sens de la République. Les uns vous disent, et le président Tshisekedi a dit, que ça n'est, en fait, pour lui, il dit, ben écoute, certains Congolais des pères et des mères ont plongé ces pays là où il est aujourd'hui. Moi, je le comprends. Et puis, je lui ai dit, monsieur le président, vous n'êtes pas sans oublier que l'impulsion doit venir de quelque part. L'impulsion est venue de Joseph Kabila et les autres l'ont fait exécuter. Vous voyez, mais aussi, il ne faut pas oublier que ces Congolais des pères et des mères avaient la responsabilité de dire non. Puisqu'ils n'ont pas dit non, on ne doit pas se servir de l'impulsion. Mais attention, si vous dites que non, c'est venu de Kabila, on a parlé aussi au temps de Mobutu, il y avait aussi toujours certaines personnes à la casquette rwandaise, notamment les Bisengemana. Quels sont les dégâts qu'ils ont faits par rapport à ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait sous Joseph Kabila? Il n'y a pas de dégâts, hormis la loi, plutôt l'ordonnance portant accord, l'ordonnance qui a accordé la nationalité globale à tous ces mondes-là. Mais sinon, ils n'ont pas de forfait à la hauteur du forfait qui avait été commis par la bande à tous ceux qui sont devenus sous Kabila, tout ça. Donc, ce qui démontre à suffisance, donc si nous risquons de nous écarter de ces sujets-là, eh ben, donc je disais que cette loi, elle est importante puisqu'elle tend à, j'ai dit toujours, celui qui gère la République, celui qui est des pères et des mères, a la présomption de bien faire pour le Congo. Vous savez, nombreux sont ceux qui disent que cette loi-là va diviser. Que cette loi-là, on la catalogue à la loi à l'ivoirité qui a causé de problèmes. Non, on ne peut pas comparer ces projets de loi à celle de l'ivoirité. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que celui-là était de savoir qui est ivoirien et qui ne l'est pas. Mais ici, ce sont des conditions pour accéder aux fonctions. On dit, entre autres, pour accéder aux fonctions, il faut,
comment dire, être des pères et des mères. C'est ça la condition nouvelle qu'on voudrait ajouter. Mais je voudrais qu'on réfléchisse un tout petit peu. Est-ce qu'il y a du mal à ce que l'on puisse catégoriser les gens? Oui, mais parce que je crois, j'ai eu le professeur Tchani une fois, je l'ai eu en interview, il prenait le parallèle, il faisait le parallélisme entre cette loi et puis aux États-Unis. Seulement, le bémol, c'est pas pareil parce que aux États-Unis, il y a quelqu'un de couleur qui a été président quand même, qui est Obama. Non, non, attention. D'ailleurs, aux États-Unis, ne peut accéder à la fonction présidentielle. Faites votre analyse, vous verrez. Ce ne sont que des Irlandais. Obama avait pour mère une Irlandaise. On a catégorisé. Je suis en train de poser une question fondamentale. Est-ce qu'il y a du mal à catégoriser les gens? Vous faites partie d'une catégorie de personnes dans la société ici. Bien évidemment. Vous êtes journaliste. Bien évidemment. Moi, je suis avocat. Même Dieu, il a catégorisé ses créations. Il les a catégorisées en anges, en êtres humains. Donc, et même parmi les êtres humains, même Dieu divise. Il a créé des races. Et donc la loi Tchani est opportune. Elle est opportune plutôt, j'allais dire. Okay, elle est opportune et elle pourra régler notamment les problèmes que nous avons comme ceux de l'infiltration. Effectivement, effectivement. Je ne sais pas comprendre comment on fait les choses. Vous savez, pour nous autres qui croyons en Dieu, qui sommes chrétiens, je me suis toujours posé la question de savoir si Dieu devait descendre sur terre pour mourir, okay, il aurait laissé son fauteuil entre les mains de qui? Parce qu'il sait que son fauteuil est convoité par le diable. Dieu fait confiance à ceux qui l'entourent. Okay? Et ceux qui l'entourent agissent dans l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu considère que ceux-là, je les ai créés et qu'ils m'appartiennent. Vous voyez? On dit Christ est l'image de Dieu. Mais il est l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a confiance en lui. Il l'a même dit. C'est lui, si mon fils, j'ai mis toute ma confiance. Mais pourquoi nous les humains là, nous ne pouvons pas suivre ce qui est déjà tracé. C'est-à-dire qu'elle a l'attitude de pouvoir protéger et d'agir dans le sens de la République. Mais aujourd'hui, nous sommes en plus, cette loi, elle paraît comme si elle était nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Parce que non, mais elle n'est pas du tout nouvelle. Autant de Mobutu. Allons à la Banque centrale ici. À la Banque centrale, par exemple. Pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être des pères et des mères. Cette loi a existé jusqu'à ça. Si vous voulez, vous l'envoyez ailleurs. Mais oui, si vous voulez, vous l'envoyez ailleurs. Est-ce qu'il faut... Écoutez, vous savez même ceux qui doivent... Moi, je suis super... je peux devenir président de la République au Congo, en RD Congo. Je peux me présenter comme candidat président de la République. OK? Mais la question, c'est de savoir pourquoi je ne le peux pas aujourd'hui. Je n'ai pas 100 000 dollars de caution, par exemple. C'est-à-dire que j'ai été catégorisé de ne pas accéder à cette fonction-là. Vous voyez ça? On dit encore qu'il faut avoir 30 ans pour accéder à cette fonction. Vous pensez que celui qui a 29 ans est moins intelligent ou moins compétent que celui qui accède, celui qui a 30 ans? Pas du tout. Il est aussi congolais. Vous voyez? Et il est congolais. La loi a voulu que les choses soient ainsi. Mais pourquoi on accepte pour 100 000 dollars? Donc, c'est-à-dire qu'on veut laisser... on dit que c'est une loi prétendument orchestrée pour dégager certaines personnes, notamment le Moïse Katumbi. Celui qui a 29 ans est dégagé. Pourquoi seulement le sort de Moïse doit nous préoccuper? Celui qui a 29 ans est dégagé. Moi qui n'ai pas 100 000 dollars pour devenir président de la République, je suis dégagé. Vous pensez que Moïse Katumbi est plus compétent que moi? J'estime être plus compétent que Moïse Katumbi. Je m'estime être à même de pouvoir mieux faire que Moïse Katumbi. Mais pourquoi on doit m'exclure moi parce que je n'ai pas 100 000 dollars et que Moïse Katumbi, s'il était exclu, on doit faire un problème d'État? Non, pas du tout. C'est sérieux quand même. Et ce sont les conditions posées. Et ces conditions permettent à ce que les pays évoluent. S'il ne répond pas aux conditions, ben écoute, tant pis pour lui. Moi, je n'en fais pas un problème d'État. Je ne stigmatise pas les gens pour dire que je n'ai pas 100 000 dollars pour payer ma caution, que je voudrais être aussi candidat président de la République. Je ne le dis pas. Mais pourquoi on devrait en faire un problème d'État? Pas du tout. Ce sont les lois de la République, on est appelé à se soumettre. Vous ne pouvez pas mettre la touche, faire mon travail. Moi, je ne peux pas non plus être à votre place là. Sinon, la corporation va s'énerver. Dire que je suis journaliste, non, on va me faire un problème par la corporation. Vous êtes catégorisé, nous sommes catégorisés. Je ne peux pas non plus mettre une blouse blanche pour aller opérer.
Par exemple. Vous voyez ça? Ce sont les règles qui régissent les sociétés. On ne va pas mettre la nation en danger. Pourquoi? Parce qu'un individu capricieux comme Moïse Katumbi veut nécessairement et obligatoirement accéder à la présidence de la République. Pas du tout. D'accord, j'espère que ça a été compris. Et puis, nous allons, petit à petit, on avait deux thèmes, hein, comme on l'a dit en off. Il y a une actualité. L'actualité, c'est bien évidemment l'activité de demain. Hein, l'activité du bon côté de l'histoire. C'est vous qui le dites. C'est moi qui l'ai dit. Je suis porteur de cette vision-là. Eh bien, je l'ai dit, le bon côté de l'histoire, c'est celui-là. Je vous ai brossé tout à l'heure ici comment est-ce que les choses ont été organisées d'une certaine manière. Pour mettre fin à l'infiltration, nous disons qu'il faut... Excusez-moi. Pour mettre fin à l'infiltration, nous disons non au M23. Les bons côtés de l'histoire a levé l'option d'estomper... Quand même on dit... dans le M23, il y a des Congolais de père et de mère. C'est ça le problème. Les Congolais de père et de mère au service du Rwanda. Alors, vous voyez, on peut revenir maintenant sur la question que celui qui doit être bon n'est pas forcément celui qui est de père et de mère. Non, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas. J'ai dit ceci. L'impulsion doit venir quelque part. Il y a des Congolais de père et de mère corrompus. Ok? Il y a des Congolais qui sont 50-50, si on peut le dire comme ça, qui sont mieux, qui peuvent faire mieux que le Congolais. Mais la présomption de bien faire penche beaucoup plus vers celui qui est des pères et des mères. D'où l'intérêt d'aller vers celui-là que d'aller vers celui qui a des liens avec d'autres pays qui peuvent nous mettre en difficulté. D'accord. Il y a une activité, l'Union Sacrée se retrouve demain au stade, et certains se posent la question de savoir, est-ce que c'est important que l'Union Sacrée fasse une activité qui s'annonce comme une démonstration de force, mais contre qui? Non, mais écoutez, nous sommes en politique. En politique, on dit rapport de force sur le terrain. C'est-à-dire que nous sommes d'une force aujourd'hui, nous assumons d'être cette force-là, et nous organisons une activité pour dire, bah, écoutez, nous prenons un engagement avec la population, parce que lorsque vous lisez la charte de l'Union Sacrée, vous vous rendez compte qu'il y a des objectifs qui sont assignés aux différentes composantes de l'Union Sacrée. Eh bien, nous disons que nous manifestons notre cohésion, notre détermination pour donner au président Tshisekedi un second mandat. C'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'Union Sacrée. Donc, c'est-à-dire l'activité de demain a pour finalité de renouveler, comment dire, notre engagement vis-à-vis de la vision, de l'appel qui a été lancé par le président de la République. Eh bien, c'est tout à fait normal. Oui, il faut manifester cette force. Il y a des personnes qui fustigent cela, que non, il y a déjà eu certains petits partis mallettes pour accompagner le président de la République d'avoir briguer tranquillement son deuxième mandat. Je voudrais rassurer l'opinion sur cette question-là. Vous savez, on verra tout ce qu'on verra, on dira ce qu'on veut dire. Vous savez, il y a certains qui ont même dit, bah, écoutez, votre activité est reportée, ainsi de suite, tout ça. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas. Nombreux sont ceux qui travaillent pour que cela ne réussisse pas. Vous voyez ça? Donc, il y en a des gens qui diront ce qu'ils veulent dire. Mais ce qui est rassurant, c'est quoi? Certains vous disent même que c'est FCC bis. Non, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous avons... Quelle est la différence? Écoutez, quelqu'un m'a fait une blague, il dit, ben, Bozuka ka Moutouka va changer peinture. Mais un chauffeur qui a un moteur, qui a un petit tété. Ceux qui ont un moteur, tout ce panzaki yango, tali na katini nezali to changer ma papier sensible. C'est dans notre comportement. Parce que hier, on avait la gratuité de l'enseignement consacrée dans la Constitution, mais non effective. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement, elle est effective. Même si elle souffre. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Donc, nous avons commencé, nous avons allégé. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, le Koumouna et consort, c'est la conséquence d'avoir abandonné les enfants. Lorsqu'un État est démissionnaire, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'insécurité, et c'est la conséquence de tout ça.
Mais aujourd'hui, lorsque vous occupez les enfants, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils apprennent à lire et étudier, ils ont des perspectives différentes. Vous savez, les voyages, ce n'est pas seulement prendre un avion et aller quelque part. Vous pouvez aussi, voyager à travers la science. Nous donnons l'opportunité aux enfants de pouvoir s'assumer. Est-ce que vous pouvez imaginer combien ça allège les parents? Aujourd'hui, nous parlons de 6 millions d'enfants qui ont trouvé le chemin de l'école. Je parle de 6 millions d'enfants. Je parle de nombreux de ceux qui agissent dans le sens d'atténuer la souffrance des parents. Vous voulez dire qu'il y a des faiblesses? Et effectivement, il y a des faiblesses parce que ceux qui nous ont précédés n'ont pas rempli les responsabilités. Ils nous ont dit, par exemple, il y fallu qu'il y ait, 1000 écoles par an. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons devant les pléthores d'élèves, nous essayons quand même d'apporter des solutions. Nous en avions 1200 écoles aujourd'hui qui sont construites par nous en dehors des 4 ans, mais les autres en avaient construit que 900 quelque chose. Donc, en bref, parce que là nous courons derrière le temps, donc bientôt on va rendre l'antenne. Rapidement, l'on parle aussi de cette activité de demeure où il y a eu 1 million décaissés. Des quoi? Millions. Oui, les millions sont décaissés dans nos caisses des partis politiques. Moi, je suis de l'UDPS. Nous, à l'UDPS... Ben oui, c'est pas la Banque centrale? Vous en avez la preuve? Non, je demande, je pose la question. Posez-moi et c'est à moi de poser la question. Non, ça a toujours été ainsi lorsque vous voulez vous échapper. C'est comme ça avec les journalistes. En fait, il faut savoir une chose. L'UDPS, nous avons toujours soutenu, lutté pour une vision. Récemment, ici, le secrétaire général de l'UDPS a présenté 3000 personnes qui ont trouvé du travail, combattants. Et ces combattants doivent, retourner au parti 10% de leur salaire. Donc, c'est une cotisation. On va conclure. Ne concluez pas. Laissez-moi conclure. Le temps nous est Oui, je sais que le temps nous est imparti, fait déjà défaut que nous sommes arrivés à terme de ce temps-là. Donc, je disais que l'UDPS vit aussi des legs, dons et libéralité. Donc, ça veut dire que vous pouvez être là, les millions d'entre vous, vous prétendez parce que moi, je ne les ai pas vus. On a entendu. Vous avez entendu, sans en avoir la preuve. Mais je ne confirme pas l'information. Je vous ai bien dit que attendez. entendu. Vous avez entendu des millions. En fait, nous discutons sur base de spéculation. Eh bien évidemment, il y a certaines informations. Mais alors, moi, je vous dis, si l'argent est sorti, c'est-à-dire que moi, dans ma cellule... nous voulons juste savoir si c'est vrai, il y a cet argent, d'où est venu l'argent, point barre. Non, si vous apprenez qu'il y a eu l'argent sorti par... Je parle pour l'UDPS. Je ne suis pas membre d'un quelconque parti. Je ne sais pas comment les autres partis se sont organisés, mais je sais au moins ce qui nous concerne, ce sont nos cotisations. Moi, j'ai donné ma part à ma cellule, moi ici qui vous parle, cellule résidentielle avec le président Patrick Ngandou Malik. Donc, ce qui voudrait dire tout simplement que nous cotisons, nous soutenons les activités, tout simplement ça. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez attendu qu'il y a des millions qui ont été déboursés pour l'activité de demain, sachez que les gens ont cotisé, pas de polémique. 6 millions, il y a eu seulement. Si, il y a eu, bien évidemment. Voilà. Alors, excusez-moi, parce que selon certaines rumeurs, c'est 12 millions qui seraient sortis, c'est 18 millions, c'est 20 millions, c'est 30 millions, mais au juste, c'est quoi le montant? C'est lui qui a vu le montant. Il apporte la preuve et éventuellement, nous mettons à la disposition de l'opinion. Et vous nous conviez à nous justifier. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Bon, nous sommes arrivés à la fin. La coutume demande à ce qu'on fait salut. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci. Voilà. Merci. Regardez là-bas. Ah, ok. Merci. Merci à vous. Merci. Allez, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au prochain numéro. J'avais pour vous l'invité Richard Pinda, président de la plateforme Yabiso Pinda, et puis en même temps, cadre de l'UDPS.